Le chêne parlant, par George Sand. Il y avait autrefois en la forêt de Cernat un gros vieux chêne qui pouvait bien avoir 500 ans. La foudre l'avait frappé plusieurs fois et il avait dû se faire une tête nouvelle, un peu écrasée, mais épaisse et verdoyante. Longtemps ce chêne avait eu une mauvaise réputation. Les plus vieilles gens du village voisin disaient encore que, dans leur jeunesse, ce chêne parlait et menaçait ceux qui voulaient se reposer sous son ombrage. Ils racontaient que deux voyageurs y cherchant un abri avaient été foudroyés. L'un d'eux était mort sur le coup, l'autre s'était éloigné à temps et n'avait été qu'étourdi, parce qu'il avait été averti par une voix qui lui criait « Va-t'en vite !» L'histoire était si ancienne qu'on n'y croyait plus guère, et bien que cet arbre portât encore le nom de chêne parlant, les pâtours s'en approchaient sans trop de crainte. Pourtant le moment vint où il fut plus que jamais réputé sorcier après l'aventure d'Amy. Amy était un pauvre petit gardeur de cochons, orphelin et très malheureux, non seulement parce qu'il était mal logé, mal nourri et mal vêtu, mais encore parce qu'il détestait les bêtes, que la misère le forçait à soigner. Il en avait peur, et ces animaux, qui sont plus fins qu'ils n'en ont l'air, sentaient bien qu'il n'était pas le maître avec eux. Il s'en allait dès le matin, les conduisant la glander dans la forêt. Le soir, il les ramenait à la ferme, et c'était pitié de le voir, couvert de méchants haillons, la tête nue, ses cheveux hérissés par le vent, sa pauvre petite figure pâle, maigre, terreuse, l'air triste, effrayé, souffrant, chassant devant lui ce troupeau de bêtes criardes, au regard oblique, à la tête baissée, toujours menaçante. À le voir ainsi courir à leur suite sur les sombres bruyères, dans la vapeur rouge du premier crépuscule, on eût dit d'un follet des Landes chassé par une rafale. Il eût pourtant été aimable et joli, ce pauvre petit porcher, s'il eût été soigné, propre, heureux comme vous autres, mes chers enfants qui me lisez. Lui ne savait pas lire, il ne savait rien, et c'est tout au plus s'il savait parler assez pour demander le nécessaire, et comme il était craintif, il ne le demandait pas toujours. C'était tant pis pour lui si on l'oubliait. Un soir, les pourceaux rentrèrent tout seuls à l'étable et le porcher ne parut pas à l'heure du souper. On n'y fit attention que quand la soupe au rat fut mangée, et la fermière envoya un de ses gars pour appeler Amy. Le gars revint dire qu'Amy n'était ni à l'étable, ni dans le grenier où il couchait sur la paille. On pensa qu'il était allé voir sa tante, qui demeurait aux environs, et on se coucha sans plus songer à lui. Le lendemain matin, on alla chez la tante, et on s'étonna d'apprendre qu'Amy n'avait point passé la nuit chez elle. Il n'avait pas reparu au village depuis la veille. On s'enquit de lui aux alentours, personne ne l'avait vu. On le chercha en vain dans la forêt. On pensa que les sangliers et les loups l'avaient mangé. Pourtant on ne retrouva ni sa sarclette, sorte de houlette à manches courtes dont se servent les porchers, ni aucune loque de son pauvre vêtement. On en conclut qu'il avait quitté le pays pour vivre en vagabond, et le fermier dit que ce n'était pas un grand dommage, que l'enfant n'était bon à rien, n'aimant pas ses bêtes et n'ayant pas su s'en faire aimer. Un nouveau porcher fut loué pour le reste de l'année, mais la disparition d'Amy effrayait tous les gars du pays. La dernière fois qu'on l'avait vu, il allait du côté du chêne parlant, et c'était là, sans doute, qu'il lui était arrivé malheur. Le nouveau porcher eut bien soin de n'y jamais conduire son troupeau, et les autres enfants se gardèrent d'aller jouer de ce côté-là. Vous me demandez ce qu'Amy était devenue ? Patience, je vais vous le dire. La dernière fois qu'il était allé à la forêt avec ses bêtes, il avait avisé à quelque distance du gros chêne une touffe de fabas en fleurs. La fabasse, ou févrole, c'est cette jolie papillonacée à grappes roses que vous connaissez, la gesse tubéreuse. Les tubercules sont gros comme une noisette, un peu âpres, quoique sucrés. Les enfants pauvres en sont friands. C'est une nourriture qui ne coûte rien et que les pourceaux, qui en sont friands aussi, songent seuls à leur disputer. Quand on parle des anciens anachorètes vivant de racines, on peut être certain que le mets le plus recherché de leur austère cuisine était dans nos pays du centre le tubercule de cette gesse. Amy savait bien que les fabas ne pouvaient pas encore être bonnes à manger, car on n'était qu'au commencement de l'automne, mais il voulait marquer l'endroit pour venir fouiller la terre quand la tige et la fleur seraient desséchées. Il fut suivi par un jeune porc qui se mit à fouiller et qui menaçait de tout détruire, lorsque Amy, impatientée de voir le ravage inutile de cette bête vorace,
lui allongea un coup de sa sarclette sur le groin. Le fer de la sarclette était fraîchement repassé et coupa légèrement le nez du porc qui jeta un cri d'alarme. Vous savez comment ces animaux se soutiennent entre eux, et comment certains de leurs appels de détresse les mettent tous en fureur contre l'ennemi commun. D'ailleurs, ils en voulaient depuis longtemps à Amy, qui ne leur prodiguait jamais ni caresses ni compliments. Ils se rassemblèrent en criant à qui mieux mieux et l'entourèrent pour le dévorer. Le pauvre enfant prit la fuite, ils le poursuivirent. Ces bêtes ont, vous le savez, l'allure effroyablement prompte. Il n'eut que le temps d'atteindre le gros chêne, d'en escalader les aspérités et de se réfugier dans les branches. Le farouche troupeau resta au pied, hurlant, menaçant, essayant de fuir pour abattre l'arbre. Mais le chêne parlant avait de formidables racines qui se moquaient bien d'un troupeau de cochons. Les assaillants ne renoncèrent pourtant à leur entreprise qu'après le coucher du soleil. Alors, ils se décidèrent à regagner la ferme, et le petit Amy, certain qu'il le dévorerait s'il y allait avec eux, résolut de n'y retourner jamais. Il savait bien que le chêne passait pour être un arbre enchanté, mais il avait trop à se plaindre des vivants pour craindre beaucoup les esprits. Il n'avait vécu que de misère et de coups. Sa tante était très dure pour lui. Elle l'obligeait à garder les porcs, lui qui en avait toujours eu horreur. Il était né comme cela. Elle lui en faisait un crime. Et quand il venait la voir en la suppliant de le reprendre avec elle, elle le recevait, comme on dit, avec une volée de bois vert. Il la craignait donc beaucoup, et tout son désir eût été de garder les moutons dans une autre ferme où les gens eussent été moins avares et moins mauvais pour lui. Dans le premier moment, après le départ des pourceaux, il ne sentit que le plaisir d'être débarrassé de leurs cris farouches et de leurs menaces, et il résolut de passer la nuit où il était. Il avait encore du pain dans son sac de toile bise, car durant le siège qu'il avait soutenu, il n'avait pas eu envie de manger. Il en mangea la moitié, réservant le reste pour son déjeuner. Après cela, à la grâce de Dieu. Les enfants dorment partout. Pourtant Amy ne dormait guère. Il était malingre, souvent fiévreux. Il rêvait plutôt qu'il ne se reposait l'esprit durant son sommeil. Il s'installa du mieux qu'il put entre deux maîtresses branches garnies de mousse, et il eut grande envie de dormir. Mais le vent qui faisait mugir le feuillage et grincer les branches l'effraya. Il se mit à songer au mauvais esprit, tant et si bien qu'il s'imagina entendre une voix grêle et fâchée qui lui disait à plusieurs reprises « Va-t'en, va-t'en d'ici !» D'abord, Amy, tremblant et la gorge serrée, ne songea point à répondre. Mais comme, en même temps que le vent s'apaisait, la voix du chêne s'adoucissait et semblait lui murmurer à l'oreille d'un ton maternel et caressant « Va-t'en, Amy, va-t'en !» Amy se sentit le courage de répondre « Chêne, mon beau chêne, ne me renvoie pas. Si je descends, les loups qui courent la nuit me mangeront. »« Va, Amy, va !» reprit la voix encore plus radoucie. « Mon bon chêne parlant, » reprit aussi Amy d'un ton suppliant, « ne m'envoie pas avec les loups. Tu m'as sauvé des porcs. Tu as été doux pour moi, sois-le encore. Je suis un pauvre enfant malheureux, et je ne puis ni ne voudrais te faire aucun mal. Garde-moi cette nuit. Si tu l'ordonnes, je m'en irai demain matin. » La voix ne répliqua plus, et la lune argenta faiblement les feuilles. Amy en conclut qu'il lui était permis de rester, ou bien qu'il avait rêvé les paroles qu'il avait cru entendre. Il s'endormit, et, chose étrange, il ne rêva plus, et ne fit plus qu'un somme jusqu'au jour. Il descendit alors et secoua la rosée qui pénétrait son pauvre vêtement. « Il faut pourtant, se dit-il, que je retourne au village. Je dirai à ma tante que mes porcs ont voulu me manger, que j'étais obligé de coucher sur un arbre, et elle me permettra d'aller chercher une autre condition. » Il mangea le reste de son pain, mais au moment de se remettre en route, il voulut remercier le chêne qui l'avait protégé le jour et la nuit. « Adieu et merci, mon bon chêne, » dit-il en baisant l'écorce. « Je n'aurai plus jamais peur de toi, et je reviendrai te voir pour te remercier encore. » Il traversa la lande, et il se dirigeait vers la chaumière de sa tante, lorsqu'il entendit parler derrière le mur du jardin de la ferme. « Avec tout ça, disait un des gars, notre porcher n'est pas revenu. On ne l'a pas vu chez sa tante, et il a abandonné son troupeau. C'est un sans-cœur et un paresseux, à qui je donnerai une jolie rouée de coups de sabot, pour le punir de me faire mener ses bêtes au champ aujourd'hui à sa place. »« Qu'est-ce que ça te fait de mener les porcs ?» dit l'autre gars. « C'est une honte à mon âge, »
reprit le premier. Cela convient à un enfant de 10 ans, comme le petit Amy, mais quand on en a 12, on a droit de garder les vaches ou tout au moins les veaux. Les deux gars furent interrompus par leur père. « Allons, vite, à l'ouvrage. Quand elle se porchait de malheur, si les loups l'ont mangé, c'est tant pis pour lui. Mais si je le retrouve vivant, je l'assomme. Il aura beau aller pleurer chez sa tante, elle est décidée à le faire coucher avec les cochons pour lui apprendre à faire le fier et le dégoûter. » Amy, épouvanté de cette menace, se le tint pour dit. Il se cacha dans une meule de blé où il passa la journée. Vers le soir, une chèvre qui rentrait à l'étable et qui s'attardait à lécher je ne sais quelle herbe lui permit de la traire. Quand il eut rempli et avalé 2 ou 3 fois le contenu de sa sébile de bois, il se renfonça dans les gerbes jusqu'à la nuit. Quand il fit tout à fait sombre et que tout le monde fut couché, il se glissa jusqu'à son grenier et y prit diverses choses qui lui appartenaient, quelques écus gagnés par lui, que le fermier lui avait remis la veille, et dont sa tante n'avait pas encore eu le temps de le dépouiller, une peau de chèvre et une peau de mouton, dont il se servait l'hiver, un couteau neuf, un petit pot de terre, un peu de linge fort déchiré. Il mit le tout dans son sac, descendit dans la cour, escalada la barrière, et s'en alla à petits pas pour ne pas faire de bruit. Mais comme il passait près de l'étable à porc, ces maudites bêtes le sentirent ou l'entendirent et se prirent à crier avec fureur. Alors Amy, craignant que les fermiers, réveillés dans leur premier sommeil, ne se missent à ses trousses, prit sa course et ne s'arrêta qu'au pied du chêne parlant. « Me voilà revenu, mon bon ami, » lui dit-il. « Permets-moi de passer encore une nuit dans tes branches. Dis, si tu veux. » Le chêne ne répondit pas. Le temps était calme, pas une feuille ne bougeait. Amy pensa que qui ne dit mot consent. Tout chargé qu'il était, il se hissa droitement jusqu'à l'arbre sans fourchure où il avait passé la nuit précédente et il y dormit parfaitement bien. Le jour venu, il se mit en quête d'un endroit convenable pour cacher son argent et son bagage, car il n'était encore décidé à rien sur les moyens de s'éloigner du pays sans être vu et ramené de force à la ferme. Il grimpa au-dessus de la place où il se trouvait. Il découvrit alors dans le tronc principal du gros arbre un trou noir fait par la foudre depuis bien longtemps, car le bois avait formé tout autour un gros bourrelet d'écorce. Au fond de cette cachette, il y avait de la cendre et de menus éclats de bois hachés par le tonnerre. « Vraiment, se dit l'enfant, voilà un lit très doux et très chaud, où je dormirai sans risque de tomber en rêvant. Il n'est pas grand, mais il est assez pour moi. Voyons pourtant s'il n'est pas habité par quelque méchante bête. » Il fureta dans l'intérieur de ce refuge et vit qu'il était percé par en haut, ce qui devait amener un peu d'humidité dans les temps de pluie. Il se dit qu'il était bien facile de boucher ce trou avec de la mousse. Une chouette avait fait son nid dans le conduit. « Je ne te dérangerai pas, » pensa Amy, « mais je fermerai la communication. Comme cela nous serons chacun chez nous. » Quand il eut préparé son nid pour la nuit suivante et installé son bagage en sûreté, il s'assit dans son trou, les jambes dehors appuyées sur une branche, et se mit à songer vaguement à la possibilité de vivre dans un arbre. Mais il eût souhaité que cet arbre fût au cœur de la forêt au lieu d'être auprès de la lisière, exposé au regard des bergers éporchés qui amenaient leurs troupeaux. Il ne pouvait prévoir que par suite de sa disparition, l'arbre deviendrait un objet de crainte et que personne n'en approcherait plus. La faim commença à se faire sentir et bien qu'il fût très petit mangeur, il se ressentait bien de n'avoir rien pris de solide la veille. Irait-il déterrer les favasses encore vertes qu'il avait remarquées à quelques pas de là? Ou irait-il jusqu'au châtaignier qui poussait plus avant dans la forêt? Comme il se préparait à descendre, il vit que la branche sur laquelle reposaient ses pieds n'appartenait pas à son chêne. C'était celle d'un arbre voisin qui entrecroisait ses belles et fortes ramures avec celle du chêne parlant. Amy se hasarda sur cette branche et gagna le chêne voisin qui avait lui aussi pour proche voisin un autre arbre facile à atteindre. Amy, léger comme un écureuil, s'aventura ainsi d'arbre en arbre jusqu'au châtaignier où il fit une bonne récolte. Les châtaignes étaient encore petites et pas très mûres, mais il n'y regardait pas de bien près. Et il mit, comme qui dirait, pied à terre pour les faire cuire dans un endroit bien désert et bien caché où les charbonniers avaient fait autrefois une fournée. Le rond marqué par le feu était entouré de jeunes arbres qui avaient repoussé depuis.
Il y avait beaucoup de menus déchets à demi brûlés. Amy n'eut pas de peine à en faire un tas et à y mettre le feu au moyen d'un caillou qu'il battit du dos de son couteau, et il recueillit l'étincelle avec des feuilles sèches, tout en se promettant de faire provision d'amadou sur les arbres décrépits qui ne manquaient pas dans la forêt. L'eau d'une rigole lui permit de faire cuire ses châtaignes dans son petit pot de terre, à couvercle percé, destiné à cet usage. C'est un meuble dont en ce pays-là tout patour est nanti. Amy, qui ne rentrait souvent que le soir à la ferme, à cause de la grande distance où il devait mener ses bêtes, était donc habitué à se nourrir lui-même, et il ne fut pas embarrassé de cueillir son dessert de framboises et de mûres sauvages sur les buissons de la petite clairière. « Voilà, pensa-t-il, ma cuisine et ma salle à manger trouvées. » Et il se mit à nettoyer le cours du filet d'eau qu'il avait à sa portée. Avec sa sarclette, il enleva les herbes pourries, creusa un petit réservoir, débarrassa un petit seau que l'eau faisait dans la glaise et l'épura avec du sable et des cailloux. Cet ouvrage l'occupa jusque vers le coucher du soleil. Il ramassa son pot et sa houlette, et remontant sur les branches dont il avait éprouvé la solidité, il retrouva son chemin d'écureuil, grimpant et sautant d'arbre en arbre jusqu'à son chêne. Il rapportait une épaisse brassée de fougères et de mousse bien sèche, dont il fit son lit dans le trou déjà nettoyé. Il entendit bien la chouette, sa voisine, qui s'inquiétait et grognait au-dessus de sa tête. « Où elle délogera, pensa-t-il, où elle s'y habituera. Le grand chêne ne lui appartient pas plus qu'à moi. » Habitué à vivre seul, Amy ne s'ennuya pas. Être débarrassé de la compagnie des pourceaux fut même pour lui une source de bonheur pendant plusieurs jours. Il s'accoutuma à entendre hurler les loups. Il savait qu'il restait au cœur de la forêt et n'approchait guère de la région où il se trouvait. Les troupeaux n'y venant plus, les compères ne s'en approchaient plus du tout. Et puis Amy apprit à connaître leurs habitudes. En pleine forêt, il n'en rencontrait jamais dans les journées claires. Il n'avait de hardiesse que dans les temps de brouillard, et encore, cette hardiesse n'était-elle pas grande. Il suivait quelquefois Amy à distance, mais il lui suffisait de se retourner et d'imiter le bruit d'un fusil qu'on arme, en frappant son couteau contre le fer de sa sarclette pour les mettre en fuite. Quant aux sangliers, Amy les entendait quelquefois, il ne les voyait jamais. Ce sont des animaux mystérieux, qui n'attaquent jamais les premiers. Quand il y approchait l'époque de la cueillette des châtaignes, il fit sa provision qu'il cacha dans un autre arbre creux à peu de distance de son chêne. Mais les rats et les mulots les lui disputèrent si bien qu'il dut les enterrer dans le sable où elles se conservèrent jusqu'au printemps. D'ailleurs, Amy avait largement de quoi se nourrir. La lande étant devenue absolument déserte, il put s'aventurer la nuit jusqu'aux endroits cultivés et y déterrer des pommes de terre et des raves. Mais c'était volé, et la chose lui répugnait. Il amassa quantité de favas dans les jachères et fit des lacets pour prendre des alouettes en ramassant de çà et de là des crins laissés aux buissons par les chevaux au pâturage. Les patours savent tirer parti de tout et ne laissent rien perdre. Amy ramassa assez de flocons de laine sur les épines des clôtures pour se faire une espèce d'oreiller. Plus tard, il se fabriqua une quenouille et un fuseau et apprit tout seul à filer. Il se fit des aiguilles à tricoter avec du fil de fer qu'il trouva à une barrière mal raccommodée, qu'on répara encore, et qu'il dépouilla de nouveau pour fabriquer des collets à prendre les lapins. Il réussit donc à se faire des bas et à manger de la viande. Il devint un chasseur des plus habiles. Épiant jour et nuit toutes les habitudes du gibier, initia tous les mystères de la lande et de la forêt, il tendit ses pièges à coup sûr et se trouva dans l'abondance. Il eut même du pain à discrétion, grâce à une vieille mendiante idiote, qui toutes les semaines passait au pied du chêne et y déposait sa besace pleine pour se reposer. Amy, qui la guettait, descendait de son arbre, la tête couverte de sa peau de chèvre, et lui donnait une pièce de gibier en échange d'une partie de son pain. Si elle avait peur de lui, sa peur ne se manifestait que par un rire stupide et une obéissance dont elle n'avait du reste point à se repentir. Ainsi se passa l'hiver, qui fut très doux, et l'été suivant, qui fut chaud et orageux. Amy eut d'abord grand-peur du tonnerre, car la foudre frappa plusieurs fois des arbres assez proches du sien, mais il remarqua que le chêne parlant, ayant été cimé longtemps auparavant, et s'étant refait une cime en parasol, n'attirait plus le fluide, qui s'attaquait des arbres plus élevés et de forme conique. Il finit par dormir au roulement et aux éclats du tonnerre, sans plus de soucis que la chouette sa voisine.
Dans cette solitude, Amy, absorbée par le soin incessant d'assurer sa vie et de préserver sa liberté, n'eut pas le temps de connaître l'ennui. On pouvait le traiter de paresseux, il savait bien, lui, qu'il avait plus de mal à se donner pour vivre seul que s'il fût resté à la ferme. Il acquérait aussi plus d'intelligence, de courage et de prévision que dans la vie ordinaire. Pourtant, quand cette vie exceptionnelle fut réglée à souhait et qu'elle exigea moins de temps et de soucis, il commença à réfléchir et à sentir sa petite conscience lui adresser certaines questions embarrassantes. Pourrait-il vivre toujours ainsi aux dépens de la forêt, sans servir personne et sans contenter aucun de ses semblables? Il s'était pris d'une espèce d'amitié pour la vieille Catiche, l'idiote qui lui cédait son pain en échange de ses lapins et de ses chapelets d'alouettes. Comme elle n'avait pas de mémoire, ne parlait presque pas, et ne racontait par conséquent à personne ses entrevues avec lui, il était arrivé à se montrer à elle à visage découvert, et elle ne le craignait plus. Ses rires hébétés laissaient deviner une expression de plaisir quand elle le voyait descendre de son arbre. Amy s'étonnait lui-même de partager ce plaisir. Il ne se disait pas, mais il sentait que la présence d'une créature humaine, si dégradée qu'elle soit, est une sorte de bienfait pour celui qui s'est condamné à vivre seul. Un jour qu'elle lui semblait moins abrutie que de coutume, il essaya de lui parler et de lui demander où elle demeurait. Elle cessa tout à coup de rire et lui dit d'une voix nette et d'un ton sérieux: « Veux-tu venir avec moi, petit, ou dans ma maison? Si tu veux être mon fils, je te rendrai riche et heureux. » Amy s'étonna beaucoup d'entendre parler distinctement et raisonnablement la vieille Catiche. La curiosité lui donnait quelque envie de la croire, mais un coup de vent agita les branches au-dessus de sa tête, et il entendit la voix du chêne lui dire « N'y va pas !»« Bonsoir et bon voyage, » dit-il à la vieille. « Mon arbre ne veut pas que je le quitte. »« Ton arbre est un sot, » reprit-elle, « ou plutôt c'est toi, qui es une bête de croire à la parole des arbres. Vous croyez que les arbres ne parlent pas? Vous vous trompez bien. Tous les arbres parlent quand le vent se met après eux, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent, c'est comme s'ils ne disaient rien. » Amy fut fâchée de cette explication positive d'un fait merveilleux. Elle répondit à Catiche: « C'est vous qui radotez la vieille. Si tous les arbres font comme vous, mon chêne du moins sait ce qu'il veut et ce qu'il dit. » La vieille haussa les épaules, ramassa sa besace et s'éloigna en reprenant son rire d'idiote. Amy se demanda si elle jouait un rôle ou si elle avait des moments lucides. Il la laissa partir et la suivit, en se glissant d'arbre en arbre sans qu'elle s'en aperçût. Elle n'allait pas vite et marchait le dos courbé, la tête en avant, la bouche entr'ouverte, l'œil fixé droit devant elle. Mais cet air exténué ne l'empêchait pas d'avancer toujours sans se presser ni se ralentir, et elle traversa ainsi la forêt pendant 3 bonnes heures de marche, jusqu'à un pauvre hameau perché sur une colline derrière laquelle d'autres bois s'étendaient à perte de vue. Amy la vit entrer dans une méchante cahute isolée des autres habitations, qui, pour paraître moins misérable, n'en était pas moins un assemblage de quelques douzaines de taudis. Il n'osa pas s'aventurer plus loin que les derniers arbres de la forêt, et revint sur ses pas, bien convaincu que si la Catiche avait un chez elle, il était plus pauvre et plus laid que le trou de l'arbre parlant. Il regagna son logis du grand chêne et n'y arriva que vers le soir, harassé de fatigue, mais content de se retrouver chez lui. Il avait gagné à ce voyage de connaître l'étendue de la forêt et la proximité d'un village. Mais ce village paraissait bien plus mal partagé que celui de Cernat, où Amy avait été élevée. C'était tout pays de landes, sans trace de culture, et les rares bestiaux qu'il avait vus paître autour des maisons n'avaient que la peau sur les os. Au-delà, il n'avait aperçu que les sombres horizons des forêts. Ce n'est donc pas de ce côté-là qu'il pouvait songer à trouver une condition meilleure que la sienne. Au bout de la semaine, la Catiche arriva à l'heure ordinaire. Elle revenait de Cernat, et lui demanda des nouvelles de sa tante pour voir si cette vieille aurait le pouvoir et la volonté de lui répondre comme la dernière fois. Elle répondit très nettement: « La grande Nanette est remariée, et si tu retournes chez elle, elle tâchera de te faire mourir pour se débarrasser de toi. »« Parlez-vous raisonnablement, dit Amy, et me dites-vous la vérité ? » ?»« Je te dis la vérité. Tu n'as plus qu'à te rendre à ton maître pour vivre avec les cochons, ou à chercher ton pain avec moi, ce qui te vaudrait mieux que tu ne penses. Tu ne pourras pas toujours vivre dans la forêt. Elle est vendue, et sans doute on va abattre les vieux arbres. Ton chêne y passera comme les autres. Crois-moi, petit, on ne peut vivre nulle part sans gagner de l'argent. Viens avec moi,
Tu m'aideras à en gagner beaucoup, et quand je mourrai, je te laisserai celui que j'ai. » Amy était si étonnée d'entendre causer et raisonner l'idiote qu'il regarda son arbre et prêta l'oreille comme s'il lui demandait conseil. « Laisse donc cette vieille bûche tranquille, » reprit la catiche. « Ne sois pas si sot et viens avec moi. » Comme l'arbre ne disait mot, Amy suivit la veille qui, chemin faisant, lui révéla son secret. « Je suis venue au monde, loin d'ici, pauvre comme toi et orpheline. J'ai été élevée dans la misère et les coups. J'ai gardé aussi les cochons et comme toi, j'en avais peur. Comme toi, je me suis sauvée. Mais en traversant une rivière sur un vieux pont décrépit, je suis tombée à l'eau, d'où on m'a retirée comme morte. Un bon médecin chez qui on m'a portée m'a fait revenir à la vie. Mais j'étais idiote, sourde, et ne pouvant presque plus parler. Il m'a gardée par charité, et comme il n'était pas riche, le curé de l'endroit a fait des quêtes pour moi, et l'aida à moi à porter des habits, du vin, des douceurs, tout ce qu'il me fallait. Je commençais à me porter mieux, j'étais si bien soigné. Je mangeais de la bonne viande, je buvais du bon vin sucré, j'avais l'hiver du feu dans ma chambre, j'étais comme une princesse, et le médecin était content, et il disait « La voilà qu'on entend ce qu'on lui dit. Elle retrouve les mots pour parler. Dans 2 ou 3 mois, elle pourra travailler et gagner honnêtement sa vie. » Et toutes les belles dames se disputaient à qui me prendrait chez elles. Je ne fus donc pas embarrassé pour trouver une place aussitôt que je fus guéri. Mais je n'avais pas le goût du travail, et on ne fut pas content de moi. J'aurais voulu être fille de chambre, mais je ne savais ni coudre ni coiffer. On me faisait tirer de l'eau au puits et plumer la volaille, cela m'ennuyait. Je quittais l'endroit, croyant être mieux ailleurs. Ce fut encore pire, on me traitait de malpropre et de paresseuse. Mon vieux médecin était mort. On me chassa de maison en maison, et après avoir été l'enfant chéri de tout le monde, je dus quitter le pays comme j'étais venu, en mendiant mon pain. Mais j'étais plus misérable qu'auparavant. J'avais pris le goût d'être heureuse, et on me donnait si peu que j'avais à peine de quoi manger. On me trouvait trop grande et de trop bonne mine pour mendier. On me disait « Va travailler, grande fainéante, c'est une honte à ton âge de courir les chemins quand on peut épier les champs à 6 sous par jour. » Alors je fis la boiteuse pour donner à croire que je ne pouvais pas travailler. On trouva que j'étais encore trop forte pour ne rien faire, et je dus me rappeler le temps où tout le monde avait pitié de moi, parce que j'étais idiote. Je sus retrouver l'air que j'avais dans ce temps-là, mon habitude de ricaner au lieu de parler, et je fis si bien mon personnage que les sous et les miches recommencèrent à pleuvoir dans ma besace. C'est comme cela que je cours depuis une 40aine d'années sans jamais essuyer de refus. Ceux qui ne peuvent me donner de l'argent me donnent du fromage, des fruits et du pain plus que je n'en peux porter. Avec ce que j'ai de trop pour moi, j'élève des poulets que j'envoie au marché et qui me rapportent gros. J'ai une bonne maison dans un village où je vais te conduire. Le pays est malheureux, mais les habitants ne le sont pas. Nous sommes tous mendiants et infirmes, ou soi-disant tels, et chacun fait sa tournée dans un endroit où les autres sont convenus de ne pas aller ce jour-là. Comme ça, chacun fait ses affaires comme il veut, mais personne ne les fait aussi bien que moi, car je m'entends mieux que personne, à paraître incapable de gagner ma vie. « Le fait est, répondit Amy, que jamais je ne vous aurais cru capable de parler comme vous faites. »« Oui, reprit la catiche en riant, tu as voulu m'attraper et m'effrayer en descendant de ton arbre, coiffé en loup-garou pour avoir du pain. Moi, je faisais semblant d'avoir peur, mais je te reconnaissais bien et je me disais, voilà un pauvre gars qui viendra quelques jours à Ourcine-les-Bois et qui sera bien content de manger ma soupe. » En devisant ainsi, Amy et la catiche arrivèrent à Ourcine-les-Bois. C'était le nom de l'endroit où demeurait la fausse idiote et qu'Amy avait déjà vue. Il n'y avait pas une âme dans ce triste hameau. Les animaux paissaient çà et là sans être gardés, sur une lande fertile en chardon, qui était toute la propriété communale des habitants. Une malpropreté révoltante dans les chemins boueux qui servaient de rue, une odeur infecte s'exhalant de toutes les maisons, du linge déchiré séchant sur des buissons souillés par la volaille, des toits de chaume pourris, où poussaient des orties, un air d'abandon cynique, de pauvreté simulée ou volontaire. C'était de quoi soulever de dégoût le cœur d'Amy, habitué aux verdures vierges et aux bonnes senteurs de la forêt. Il suivit pourtant la vieille catiche, qui le fit entrer dans sa hutte de terre battue, plus semblable à une étable à porc qu'à une habitation. L'intérieur était tout différent. Les murs étaient garnis de paillassons et le lit avait matelas et couverture de bonne laine. Une quantité de provisions de toutes sortes, blé, lard, légumes et fruits, tonnes de vin et même bouteilles cachetées, il y avait de tout, et dans l'arrière-cour, l'épinette était remplie de grasses volailles et de canards gorgés de pain et de son. « Tu vois,
dit la Catiche à Amy, que je suis autrement riche que ta tante. Elle me fait l'aumône toutes les semaines, et si je voulais, je porterais de meilleurs habits que les siens. Veux-tu voir mes armoires? Rentrons, et comme tu dois avoir faim, je vais te faire manger un souper comme tu n'en as goûté de ta vie. En effet, tandis qu'Amy admirait le contenu des armoires, la vieille alluma le feu et tira de sa besace une tête de chèvre qu'elle fricassa avec des rogatons de toutes sortes, et où elle n'épargna ni le sel, ni le beurre rance, ni les légumes avariés, produits de la dernière tournée. Elle en fit je ne sais quel plat, qu'Amy mangea avec plus d'étonnement que de plaisir, et qu'elle le força d'arroser d'une demi-bouteille de vin bleu. Il n'avait jamais bu de vin, il ne le trouva pas bon, mais il but quand même, et pour lui donner l'exemple, la vieille avala une bouteille entière, se grisa, et devint tout à fait expansive. Elle se vanta de savoir voler encore mieux que mendier, et alla jusqu'à lui montrer sa bourse, qu'elle enterrait sous une pierre du foyer, et qui contenait des pièces d'or à toutes les effigies du siècle. Il y en avait bien pour 2000 francs. Amy, qui ne savait pas compter, n'apprécia pas autant qu'elle l'eût voulu l'opulence de la mendiante. Quand elle lui eut tout montré, « À présent, je pense que tu ne voudras plus me quitter. J'ai besoin d'un gars, et si tu veux être à mon service, je te ferai mon héritier. »« Merci, » répondit l'enfant, « je ne veux pas mendier. »« Eh bien, soit, tu voleras pour moi. » Amy eut envie de se fâcher, mais la vieille avait parlé de le conduire le lendemain à Mauvert, où se tenait une grande foire, et comme il avait envie de voir du pays et de connaître les endroits où on peut gagner sa vie honnêtement, il répondit sans montrer de colère, « Je ne saurais pas voler, je n'ai jamais appris. »« Tu mens, » reprit Catiche, « tu voles très habilement la forêt de Cernat, son gibier et ses fruits. Crois-tu donc que ces choses-là n'appartiennent à personne? Ne sais-tu pas que celui qui ne travaille pas ne peut vivre qu'aux dépens d'autrui? Il y a longtemps que cette forêt est quasi abandonnée. Le propriétaire était un vieux riche qui ne s'occupait plus de rien et ne la faisait pas seulement garder. À présent qu'il est mort, tout ça va changer, et tu auras beau te cacher comme un rat dans des trous d'arbres, on te mettra la main sur le collet et on te conduira en prison. »« Eh bien alors, reprit Amy, pourquoi voulez-vous m'enseigner à voler pour vous? Parce que, quand on sait, on n'est jamais pris. Tu réfléchiras, il se fait tard, il nous faut nous lever demain avant le jour pour aller à la foire. Je vais t'arranger un lit sur mon coffre, un bon lit avec une couette et une couverture. Pour la première fois de ta vie, tu dormiras comme un prince. » Amy n'osa résister. Quand la vieille Catiche ne faisait plus l'idiote, elle avait quelque chose d'effrayant dans le regard et dans la voix. Il se coucha et s'étonna d'abord de se trouver si bien. Mais au bout d'un instant, il s'étonna de se trouver si mal. Ce gros coussin de plumes l'étouffait. La couverture, le manque d'air libre, la mauvaise odeur de la cuisine et le vin qu'il avait bu lui donnaient la fièvre. Il se leva tout effaré en disant qu'il voulait dormir dehors et qu'il mourrait s'il lui fallait passer la nuit enfermé. La Catiche ronflait et la porte était barricadée. Amy se résignait à dormir étendue sur la table, regrettant fort son lit de mousse dans le chêne. Le lendemain, la Catiche lui confia un panier d'œufs et 6 poules à vendre, en lui ordonnant de la suivre à distance et de n'avoir pas l'air de la connaître. « Si on savait que je vends, lui dit-elle, on ne me donnerait plus rien. » Elle lui fixa le prix qu'il devait atteindre avant de livrer sa marchandise, tout en ajoutant qu'elle ne le perdrait pas de vue, et que, s'il ne lui rapportait pas fidèlement l'argent, elle saurait bien le forcer à le lui rendre. « Si vous vous défiez de moi, répondit Amy offensée, portez votre marchandise vous-même et laissez-moi m'en aller. »« N'essaie pas de fuir, dit la vieille, je saurai te retrouver n'importe où, ne réplique pas et obéis. » Il la suivit à distance, comme elle l'exigeait, et vit bientôt le chemin couvert de mendiants plus affreux les uns que les autres. C'étaient les habitants d'Oursine qui, ce jour-là, allaient tous ensemble faire guérir une fontaine miraculeuse. Tous étaient estropiés ou couverts de plaies hideuses, tous sortaient de la fontaine sains et allègres. Le miracle n'était pas difficile à expliquer, tout leur mort étant simulé, et les reprenant au bout de quelques semaines pour être guéris le jour de la fête suivante. Amy vendit ses œufs et ses poules, en reporta vite l'argent à la vieille, et lui tournant le dos, s'enfuit à travers la foule, les yeux écarquillés, admirant tout et s'étonnant de tout. Il vit des saltimbanques faire des tours surprenants, et s'était même un peu attardé à contempler leurs maillots pailletés et leurs bandes dorées, lorsqu'il entendit à côté de lui un singulier dialogue. C'était la voix de la Catiche, qui s'entretenait avec la voix rauque du chef des saltimbanques. Il n'était séparé de lui que par la toile de la baraque. « Si vous voulez lui faire boire du vin, disait la Catiche, vous lui persuaderez tout ce que vous voudrez. C'est un petit innocent qui ne peut me servir à rien et qui prétend vivre tout seul dans la forêt,
où il perche depuis 1 an dans un vieil arbre. Il est aussi leste et aussi adroit qu'un singe. Il ne pèse pas plus qu'un chevreau, et vous lui ferez faire les tours les plus difficiles. Et vous dites qu'il n'est pas intéressé, reprit le saltimbanque. Non, il ne se soucie pas de l'argent. Vous le nourrirez, et il n'aura pas l'esprit d'en demander davantage. Mais il voudra se sauver. Bon, avec des coups, vous lui en ferez passer l'envie. Allez me le chercher, je veux le voir. Et vous me donnerez 20 francs? Oui, s'il me convient. La catiche sortit de la baraque et se trouva face à face avec Amy, à qui elle fait signe de la suivre. « Non pas, lui dit-il, j'ai entendu votre marché. Je ne suis pas si innocent que vous croyez. Je ne veux pas aller avec ces gens-là pour être battu. Tu y viendras pourtant, répondit la catiche en lui prenant le poignet avec une main de fer et en l'attirant vers la baraque. Je ne veux pas, je ne veux pas, cria l'enfant en se débattant et en s'accrochant de la main restée libre à la blouse d'un homme qui était près de lui et qui regardait le spectacle. L'homme se retourna et, s'adressant à la catiche, lui demanda si ce petit était à elle. « Non, non, s'écria Amy, elle n'est pas ma mère, elle ne m'est rien, elle veut me vendre un louis d'or à ses comédiens. Et toi, tu ne veux pas? Non, je ne veux pas, sauvez-moi de ces griffes. Voyez, elle me met en sang. Qu'est-ce qu'il y a de cette femme et de cet enfant? Dit le beau gendarme Rambert, attiré par les cris d'Amy et les vociférations de la catiche. Bah, ce n'est rien, répondit le paysan qu'Amy tenait toujours par sa blouse. C'est une pauvresse qui va vendre un gars au sauteur de cordes. Mais on l'empêchera bien, gendarme, on n'a pas besoin de vous. On a toujours besoin de la gendarmerie, mon ami. Je veux savoir ce qu'il y a de cette histoire-là. Parle, jeune homme, explique-moi l'affaire. À la vue du gendarme, la vieille catiche avait lâché Amy et avait essayé de fuir. Mais le majestueux Rambert l'avait saisie par le bras, et vite elle s'était mise à rire et à grimacer en reprenant sa figure d'idiote. Pourtant, au moment où Amy allait répondre, elle lui lança un regard suppliant où se peignait un grand effroi. Amy avait été élevée dans la crainte des gendarmes, et il s'imaginait que s'il accusait la vieille, Rambert allait lui trancher la tête avec son grand sabre. Il eut pitié d'elle et répondit « Laissez-la, monsieur, c'est une femme folle et imbécile qui m'a fait peur, mais qui ne voulait pas me faire de mal. » La connaissez-vous? N'est-ce pas la catiche? Une femme qui fait semblant de ce qu'elle n'est pas? Dites la vérité. Un nouveau regard de la mendiante donna à Amy le courage de mentir pour lui sauver la vie. Je la connais, c'est une innocente. Je saurai de ce qu'il en est, répondit le beau gendarme en laissant aller la catiche. Circulez, vieille femme, mais n'oubliez pas que depuis longtemps j'ai l'œil sur vous. La catiche s'enfuit et le gendarme s'éloigna. Amy, qui avait encore plus peur de lui que de la vieille, tenait toujours la blouse du père Vincent. C'était le nom du paysan qui s'était trouvé là pour le protéger et qui avait une bonne figure douce et gaie. « Ah ça, petit, dit ce bonhomme à Amy, tu vas me lâcher à la fin, tu n'as plus rien à craindre. Qu'est-ce que tu veux de moi? Cherches-tu la vie? Veux-tu un sou? Non merci, dit Amy, mais j'ai peur à présent de tout ce monde où me voilà seule sans savoir de quel côté me tourner. Et où voudrais-tu aller? Je voudrais retourner dans ma forêt de Cernat sans passer par Oursine-les-Bois. Tu demeures à Cernat? C'est bien aisé de t'y mener, puisque de ce pas je m'en vais dans la forêt. Tu n'auras qu'à me suivre. J'entre souper sous la ramée, attends-moi au pied de cette croix, je reviendrai te prendre. Amy trouva que la croix du village était encore trop près de la baraque des saltimbanques. Il aima mieux suivre le père Vincent sous la ramée, d'autant plus qu'il avait besoin de se restaurer avant de se mettre en route. « Si vous n'avez pas honte de moi, lui dit-il, permettez-moi de manger mon pain et mon fromage à côté de vous. J'ai de quoi payer ma dépense. Tenez, voilà ma bourse, vous payerez pour nous deux, car je souhaite payer aussi votre dîner. »« Diable !» s'écria en riant le père Vincent. « Voilà un gars bien honnête et bien généreux. Mais j'ai l'estomac creux, et ta bourse n'est guère remplie. Viens, et mets-toi là. Reprends ton argent, petit, j'en ai assez pour nous deux. » Tout en mangeant ensemble, Vincent fit raconter à Amy toute son histoire. Quand ce fut terminé, il lui dit « Je vois que tu as une bonne tête et bon cœur, puisque tu ne t'es pas laissé tenter par les louis d'or de cette catiche, et que pourtant tu n'as pas voulu l'envoyer en prison. Oublie-la, et ne quitte plus ta forêt, puisque tu y es bien. Il ne tient qu'à toi de ne plus y être tout à fait seul. Tu sauras que j'y vais pour préparer les logements d'une 20aine d'ouvriers qui se disposent à abattre le taillis entre Cernat et la Planchette. »« Hein? Vous allez abattre la forêt ?» dit Amy consternée. « Non, nous faisons seulement une coupe dans une partie qui ne touche pas à ton refuge du chêne parlant, et je sais qu'on ne touchera ni aujourd'hui ni demain à la région des vieux arbres. Sois donc tranquille, on ne te dérangera pas. Mais si tu m'en crois, mon petit, tu viendras travailler avec nous.
Tu n'es pas assez fort pour manier la serpe et la cognée, mais si tu es adroit, tu pourras très bien préparer les liens et t'occuper du fagotage, tout en servant les ouvriers qui ont toujours besoin d'un gars pour leur faire leur commission et porter leur repas. C'est moi qui l'ai entreprise, cette coupe. Les ouvriers sont à leur pièce, c'est-à-dire qu'on les paye en raison du travail qu'ils font. Je te propose de t'en rapporter à moi pour juger de ce qu'il sera raisonnable de te donner, et je te conseille d'accepter. La vieille Catiche a eu raison de te dire que quand on ne veut pas travailler, il faut être voleur ou mendiant. Et comme tu ne veux être ni l'un ni l'autre, prends vite le travail que je t'offre, l'occasion est bonne. Amy accepta avec joie. Le père Vincent lui inspirait une confiance absolue. Il se mit à sa disposition et ils prirent ensemble le chemin de la forêt. Il faisait nuit quand ils y arrivèrent, et quoique le père Vincent connût bien les chemins, il lui était embarrassé de trouver dans l'obscurité la taille des buttes, si Amy, qui s'était habituée à voir la nuit comme les chats, ne l'eût conduit par le plus court. Ils trouvèrent un abri déjà préparé par les ouvriers qui étaient venus dès la veille. Cela consistait en perches placées en pignon avec leurs branchages et recouvertes de grandes plaques de mousse et de gazon. Amy fut présentée aux ouvriers et bien accueillie. Il mangea la soupe bien chaude et dormit de tout son cœur. Le lendemain, il fit son apprentissage. Allumer le feu, faire la cuisine, laver les pots, aller chercher de l'eau et le reste du temps aider à la construction de nouvelles cabanes pour les 20 autres bûcherons qu'on attendait. Le père Vincent, qui commandait et surveillait tout, fut émerveillé de l'intelligence, de l'adresse et de la promptitude d'Amy. Ce n'est pas lui qui apprenait à tout faire avec rien. C'est lui qui l'apprenait au plus malin et tous s'écrièrent que ce n'était pas un gars, mais un esprit follet que les bons diables de la forêt avaient mis à leur service. Comme avec tous ses talents et industries, Amy était obéissant et modeste, il fut pris en amitié et les plus rudes de ses bûcherons lui parlèrent avec douceur et lui commandèrent avec discrétion. Au bout de 5 jours, Amy demanda au père Vincent s'il était libre d'aller faire son dimanche où bon lui semblerait. « Tu es libre ?» lui répondit le brave homme. « Mais si tu veux m'en croire, tu iras revoir ta tante et les gens de ton village. S'il est vrai que ta tante ne se soucie pas de te reprendre, elle sera contente de te savoir en position de gagner ta vie, sans qu'elle s'en mêle. Et si tu penses qu'on te battra à la ferme pour avoir quitté ton troupeau, j'irai avec toi pour apaiser les gens et te protéger. Sois sûr, mon enfant, que le travail est le meilleur des passeports et qu'il purifie tout. » Émile le remercia du bon conseil et le suivit. Sa tante, qui le croyait mort, eut peur en le voyant. Mais, sans lui raconter ses aventures, Émile lui fit savoir qu'il travaillait avec les bûcherons et qu'il ne serait plus jamais à sa charge. Le père Vincent confirma son dire et déclara qu'il regardait l'enfant comme le sien et en faisait grande estime. Il parla de même à la ferme, où on les obligeait de boire et de manger. La grande Nanette y vint pour embrasser Amy devant le monde et faire la bonne âme en lui apportant quelques hardes et une demi-douzaine de fromages. Bref, Amy s'en revint avec le vieux bûcheron, réconcilié avec tout le monde, dégagé de tout blâme et de tout reproche. Quand ils eurent traversé la lande, Amy dit à Vincent : « Ne m'en voudrez-vous point si je vais passer la nuit dans mon chêne ? Je vous promets d'être à la taille des buttes avant soleil levé. »« Fais comme tu veux, » répondit le bûcheron. « C'est donc une idée que tu as comme ça de percher ?» Émile lui fit comprendre qu'il avait pour ce chêne une amitié fidèle, et l'autre l'écouta en souriant, un peu étonné de son idée, mais porté à le croire et à le comprendre. Il le suivit jusque-là et voulut voir sa cachette. Il eut de la peine à grimper assez haut pour l'apercevoir. Il était encore agile et fort, mais le passage entre les branches était trop petit pour lui, et Amy seul pouvait se glisser partout. « C'est bien et c'est gentil, » dit le bonhomme en redescendant, « mais tu ne pourras pas coucher là longtemps. L'écorce, en grossissant et en se roulant, finira par boucher l'ouverture, et toi, tu ne seras pas toujours mince comme un fétu. Après ça, si tu y tiens, on peut élargir la fente avec une serpe. Je te ferai cet ouvrage-là, si tu le souhaites. »« Oh non !» s'écria Amy, « taillé dans mon chêne pour le faire mourir ? Il ne mourra pas. Un arbre bien taillé dans ses parties malades ne s'emporte que mieux. »« Eh bien, nous verrons plus tard, » répondit Amy. Ils se souhaitèrent la bonne nuit et se séparèrent. Comme Amy se trouva heureux de reprendre possession de son gîte, il lui semblait l'avoir quitté depuis 1 an. Il pensait à l'affreuse nuit qu'il avait passée chez la Catiche et faisait maintenant des réflexions très justes sur la différence des goûts et le choix des habitudes. Il pensait à tous ces gueux d'Oursine-les-Bois qui se croyaient riches parce qu'ils cachaient des louis d'or dans leurs paillasses et qui vivaient dans la honte et l'infection
tandis que lui tout seul, sans mendier, il avait dormi plus d'une année dans un palais de feuillage, au parfum des violettes et des mélites, au chant des rossignols et des fauvettes, sans souffrir de rien, sans être humilié par personne, sans dispute, sans maladie, sans rien de faux et de mauvais dans le cœur. Tous ces gens d'Oursine, à commencer par la Catiche, se disait-il, ont plus d'argent qu'il ne leur en faudrait pour se bâtir de bonnes petites maisons, cultiver de gentils jardins, élever du bétail sain et propre. Mais la paresse les empêche de jouir de ce qu'ils ont. Ils se laissent croupir dans l'ignominie. Ils sont comme fiers du dégoût et du mépris qu'ils inspirent. Ils se moquent des braves gens qui ont pitié d'eux. Ils volent les vrais pauvres, ceux qui souffrent sans se plaindre. Ils se cachent pour compter leur argent et périssent de misère. Quelle folie triste et honteuse, et comme le père Vincent a raison de dire que le travail est ce qui garde et purifie le plaisir de vivre. Une heure avant le jour, Amy, qui s'était commandé à lui-même de ne pas dormir trop serré, s'éveilla et regarda autour de lui. La lune s'était levée tard et n'était pas couchée. Les oiseaux ne disaient rien encore. La chouette faisait sa ronde et n'était pas rentrée. Le silence est une belle chose. Il est rare dans une forêt, où il y a toujours quelque être qui grimpe ou quelque chose qui tombe. Amy but ce beau silence comme un rafraîchissement en se rappelant le vacarme étourdissant de la foire, le tam-tam et la grosse caisse des saltimbanques, les disputes des acheteurs et des vendeurs, le grincement des vielles et le mugissement des cornemuses, les cris des animaux ennuyés ou effrayés, les rauques chansons des buveurs, tout ce qu'il avait tour à tour étonné, amusé, épouvanté. Quelle différence avec les voix mystérieuses, discrètes ou imposantes de la forêt. Une faible brise s'éleva avec l'aube et fit frissonner mélodieusement la cime des arbres. Celle du chêne semblait dire « Reste tranquille, Amy. Sois tranquille et content, petite Amy. » « Tous les arbres parlent, » lui avait dit la Catiche. « C'est vrai, » pensait-il, « ils ont tous leur voix et leur manière de gémir ou de chanter, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. À ce que prétend cette sorcière, elle ment. Les arbres se plaignent ou se réjouissent innocemment. Elle ne peut pas les comprendre, elle qui ne pense qu'au mal. » Amy fut aux coupes à l'heure dite et y travaillait tout l'été et tout l'hiver suivant. Tous les samedis soirs, il allait coucher dans son chêne. Le dimanche, il faisait une courte visite aux habitants de Cernat et revenait à son gîte jusqu'au lundi matin. Il grandissait, restait mince et léger, mais se tenait très proprement et avait une jolie mine éveillée et aimable qui plaisait à tout le monde. Le père Vincent lui apprenait à lire et à compter. On faisait cas de son esprit, et sa tante, qui n'avait pas d'enfant, eût souhaité le retenir auprès d'elle pour lui faire honneur et profit, car il était de bon conseil et paraissait s'entendre à tout. Mais Amy n'aimait que les bois. Il en était venu à y voir, à y entendre des choses que n'entendaient ni ne voyaient les autres. Dans les longues nuits d'hiver, il aimait surtout la région des pins, où la neige amoncelée dessinait, le long des rameaux noirs, de grandes belles formes blanches mollement couchées, parfois balancées par la brise, semblaient se mouvoir et s'entretenir mystérieusement. Le plus souvent, elles paraissaient dormir, et il les regardait avec un respect mêlé de frayeur. Il eut craint de dire un mot, de faire un mouvement, qui eût réveillé ces belles fées de la nuit et du silence. Dans la demi-obscurité des nuits claires, où les étoiles scintillaient comme des yeux de diamant en l'absence de la lune, il croyait saisir les formes de ces êtres fantastiques, les plis de leurs robes, les ondulations de leurs chevelures d'argent. Aux approches du dégel, elles changeaient d'aspect et d'attitude, et il les entendait tomber des branches avec un bruit frais et léger, comme si, en touchant la nappe neigeuse du sol, elles eussent pris un souple élan pour s'envoler ailleurs. Quand la glace emprisonnait le petit ruisseau, il la cassait pour boire, mais avec précaution pour ne pas abîmer l'édifice de cristal que formait sa petite chute. Il aimait à regarder le long des chemins de la forêt les girandoles du givre et les stalactites irisées par le soleil levant. Il y avait des soirs où l'architecture transparente des arbres privés de feuilles se dessinait en dentelle noire sur le ciel rouge ou sur le fond nacré des nuages éclairés par la lune. Et l'été, quelle chaude rumeur, quel concert d'oiseaux sous le feuillage. Il faisait la guerre aux rongeurs et aux fureteurs friands des œufs ou des petits dans les nids. Il s'était fabriqué un arc et des flèches, et s'était rendu très adroit à tuer les rats et les vipères. Il épargnait les belles couleuvres inoffensives qui serpentent avec tant de grâce sur la mousse, et les charmants écureuils qui ne vivent que des amandes du pin si adroitement extraites par eux de leur cône. Il avait si bien protégé les nombreux habitants de son vieux chêne que tous le connaissaient et le laissaient circuler au milieu d'eux.
Il s'imaginait comprendre le rossignol le remerciant d'avoir sauvé sa nichée et disant tout exprès pour lui ses plus beaux airs. Il ne permettait pas aux fourmis de s'établir dans son voisinage, mais il laissait le pivert travailler dans le bois pour en retirer les insectes rongeurs qui le détériorent. Il chassait les chenilles du feuillage. Les hannetons voraces ne trouvaient pas grâce devant lui. Tous les dimanches, il faisait à son cher arbre une toilette complète, et en vérité, jamais le chêne ne s'était si bien porté et n'avait étalé une si riche et si fraîche verdure. Amy ramassait les glands les plus sains et allait les semer sur la lande voisine où ils soignaient leur première enfance en empêchant la bruyère et la cuscute de les étouffer. Il avait pris les lièvres en amitié et n'en voulait plus détruire pour sa nourriture. De son arbre, il les voyait danser sur le serpolet, se coucher sur le flanc comme des chiens fatigués, et tout à coup, au bruit d'une feuille sèche qui se détache, bondir avec une grâce comique et s'arrêter court, comme pour réfléchir après avoir cédé à leur peur. Si, en se promenant par les chaudes journées, il se sentait le besoin de faire une sieste, il grimpait dans le premier arbre venu, et choisissant son gîte, il entendait les ramiers le bercer de leur grasseyement monotone et caressant. Mais il était délicat pour s'en coucher et ne dormait tout à fait bien que dans son chêne. Il fallut pourtant quitter cette chère forêt quand la coupe fut terminée et enlevée. Amy suivit le père Vincent, qui s'en allait à 5 lieues de là, du côté d'Oursine, pour entreprendre une autre coupe dans une autre propriété. Depuis le jour de la foire, Amy n'était pas retournée dans ce vilain endroit et il n'avait pas aperçu la catiche. Était-elle morte? Était-elle en prison? Personne n'en savait rien. Beaucoup de mendiants disparaissaient comme cela sans qu'on puisse dire ce qu'ils sont devenus. Personne ne les cherche ni ne les regrette. Amy était très bon. Il n'avait pas oublié le temps de solitude absolue où, la croyant idiote et misérable, il l'avait vue chaque semaine au pied de son chêne, lui apportant le pain dont il était privé et lui faisant entendre le son de la voix humaine. Il confia au père Vincent le désir qu'il avait d'avoir de ses nouvelles, et il s'arrêtait à Oursine pour en demander. C'était jour de fête dans cette cour des miracles. On trinquait et on chantait en choquant les peaux. 2 femmes décoiffées et le cheveu au vent se battaient devant une porte, les enfants barbotaient dans une mare infecte. Sitôt que les 2 voyageurs parurent, les enfants s'envolèrent comme une bande de canards sauvages. Leur fuite avertit de proche en proche les habitants. Tout bruit cessa, et les portes se fermèrent, la volaille effarouchée se cacha dans les buissons. « Puisque ces gens ne veulent pas qu'on voie leurs ébats, dit le père Vincent, et puisque tu connais le logis de la catiche, allons-y tout droit. » Ils y frappèrent plusieurs fois sans qu'on leur répondît. Enfin une voix cassée cria d'entrer, et ils poussèrent la porte. La catiche, pâle, maigre, effrayante, était assise sur une grande chaise auprès du feu, ses mains desséchées collées sur les genoux. En reconnaissant Amy, elle eut une expression de joie. « Enfin, dit-elle, te voilà, je peux mourir tranquille. » Elle leur expliqua qu'elle était paralytique et que ses voisines venaient la lever le matin, la coucher le soir et la faire manger à 16 heures. « Je ne manque de rien, » ajouta-t-elle, « mais j'ai un grand souci, c'est mon pauvre argent qui est là, sous cette pierre où je pose mes pieds. Cet argent, je le destine à Amy, qui est un bon cœur et qui m'a sauvé de la prison au moment où je voulais le vendre à de mauvaises gens. Mais sitôt que je serai morte, mes voisins fouilleront partout et trouveront mon trésor. C'est cela qui m'empêche de dormir et de me faire soigner convenablement. Il faut prendre cet argent, Amy, et l'emporter loin d'ici. Si je meurs, garde-le, je te le donne. Ne te l'avais-je pas promis? Si je reviens à la santé, tu me le rapporteras. Tu es honnête, je te connais, il sera toujours à toi, mais j'aurai le plaisir de le voir et de le compter jusqu'à ma dernière heure. » Amy refusa d'abord. C'était de l'argent volé qui lui répugnait. Mais le père Vincent offrit à la catiche de s'en charger pour le lui rendre à sa première réclamation ou pour le placer au nom d'Amy s'il venait à mourir sans le réclamer. Le père Vincent était connu dans tout le pays pour un homme juste, qui avait honnêtement amassé du bien, et la catiche, qui rôdait partout et entendait tout, n'était pas sans savoir qu'on devait se fier à lui. Elle le pria de bien fermer les huisseries de sa cabane, puis de reculer sa chaise, car elle ne pouvait se mouvoir, et de soulever la pierre du foyer. Il y avait bien plus qu'elle n'avait montré la première fois à Amy. Il y avait 5 bourses de peau et environ 5000 francs en or. Elle ne voulut garder que 300 francs d'argent pour payer les soins de ses voisins et se faire enterrer. Et comme Amy regardait ce trésor avec dédain, « Tu sauras plus tard, lui dit la catiche, que la misère est un méchant mal.
Si je n'étais pas né dans ce mal, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Si vous vous en repentez, lui dit le père Vincent, Dieu vous le pardonnera. Je m'en repens, répondit-elle, depuis que je suis paralytique, parce que je meurs dans l'ennui et la solitude. Mes voisins me déplaisent autant que je leur déplais. Je pense à cette heure que j'aurais mieux fait de vivre autrement. Émile lui promit de revenir la voir et suivit le père Vincent dans son nouveau travail. Il regretta bien un peu sa forêt de Cernat, mais il avait l'idée du devoir et fit le sien fidèlement. Au bout de 8 jours, il retourna vers la Catiche. Il arriva comme on emportait sa bière sur une petite charrette traînée par un âne. Émile la suivit jusqu'à la paroisse, qui était distante d'un quart de lieue, et assista à son enterrement. Au retour, il vit que tout chez elle était au pillage et qu'on se battait à qui aurait ses nippes. Il ne se repentit plus d'avoir soustrait à ces mauvaises gens le trésor de la vieille. Quand il fut de retour à la coupe, le père Vincent lui dit « Tu es trop jeune pour avoir cet argent-là. Tu n'en sauras pas tirer parti ou tu te laisserais voler. Si tu m'agrées pour tuteur, je le placerai pour le mieux et je t'en servirai à la rente jusqu'à ta majorité. » « Faites-en ce qu'il vous plaira, répondit Amy, je m'en rapporte à vous. Pourtant, si c'est de l'argent volé, comme la vieille s'en vantait, ne vaudrait-il pas mieux essayer de le rendre? Le rendre à qui? Ça a été volé sou par sou, puisque cette femme obtenait la charité en trompant le monde et en chipant de ça et au-delà on ne sait à qui, des choses que nous ne savons pas et que personne ne songe plus à réclamer. L'argent n'est pas coupable, la honte est pour ceux qui en font mauvais emploi. La Catiche était une champie, elle n'avait pas de famille, elle n'a pas laissé d'héritier. Elle te donne son bien, non pas pour te remercier d'avoir fait quelque chose de mal, mais au contraire parce que tu lui as pardonné celui qu'elle voulait te faire. J'estime donc que c'est pour toi un héritage bien acquis, et qu'en te le donnant, cette vieille a fait la seule bonne action de sa vie. Je ne veux pas te cacher qu'avec le revenu que je te servirai, tu as le moyen de ne pas travailler beaucoup, mais si tu es, comme je le crois, un vrai bon sujet, tu continueras à travailler de tout ton cœur, comme si tu n'avais rien. « Je ferai comme vous me conseillez, » répondit Amy. « Je ne demande qu'à rester avec vous et à suivre vos commandements. » Le brave garçon n'eut point à se repentir de la confiance et de l'amitié qu'il sentait pour son maître. Celui-ci le regarda toujours comme son fils et le traita en bon père. Quand Amy fut en âge d'homme, il épousa une des petites filles du vieux bûcheron, et comme il n'aimait pas toucher à son capital, que les intérêts de chaque année avaient grossi, il se trouva riche pour un paysan de ce temps-là. Sa femme était jolie, courageuse et bonne. On faisait grand cas dans tout le pays de ce jeune ménage, et comme Amy avait acquis quelques savoirs et montrait beaucoup d'intelligence dans sa partie, le propriétaire de la forêt de Cernat le choisit pour son garde général et lui fit bâtir une jolie maison dans le plus bel endroit de la vieille futaie, tout auprès du chêne parlant. La prédiction du père Vincent s'était facilement réalisée. Amy était devenu trop grand pour occuper son ancien gîte, et le chêne avait refait tant d'écorce que la logette s'était presque refermée. Quand Amy, devenu vieux, vit que la fente allait bientôt se fermer tout à fait, il écrivit, avec une pointe d'acier sur une plaque de cuivre, son nom, la date de son séjour dans l'arbre et les principales circonstances de son histoire, avec cette prière à la fin. Feu du ciel et du vent de la montagne, épargnez mon ami le vieux chêne, faites qu'il voie encore grandir mes petits-enfants et leurs descendants aussi. Vieux chêne qui m'a parlé, dis-leur aussi quelquefois une bonne parole pour qu'ils t'aiment toujours comme je t'ai aimé. Amy jeta cette plaque écrite dans le creux où il avait longtemps dormi et songé. La fente s'est refermée tout à fait. Amy a fini de vivre et l'arbre vit toujours. Il ne parle plus, ou s'il parle, il n'y a plus d'oreille capable de le comprendre. On n'a plus peur de lui, mais l'histoire d'Amy s'est répandue, et grâce aux bons souvenirs que l'homme a laissés, le chêne est toujours respecté et béni. Ainsi s'achève Le chêne parlant par George Sand.